Ivoire clair, avec Nathalie Barrette et Bianca Lussier d'Alpé. Alors, bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de notre balado Ivoire clair. Alors, je suis accompagnée de ma précieuse co-animatrice Bianca Lussier d'Alpé, qui est spécialiste en réadaptation en déficience visuelle à l'Institut Nazareth et Louis Braille. De plus, en studio, on a avec nous Isabelle Deschênes, Isabelle aussi a une déficience visuelle, et c'est elle qui nous a suggéré notre thématique du jour. En fait, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est quel rôle la déficience visuelle peut jouer dans la construction de l'identité. Et plus tard dans l'émission, on va recevoir un psychologue, donc le psychologue François Côté. Il exerce depuis plus d'une trentaine d'années et il est aussi conférencier et il est non-voyant de naissance aussi. Alors, salut Bianca! Bonjour Nathalie! Comment tu vas? Ça va très bien. Ouais! Alors, aujourd'hui, tu peux nous présenter notre invité parce que vous vous connaissez. On se connaît très bien. Mon Dieu, ça doit faire quasiment 10 ans qu'on se connaît, Isabelle et moi. On s'est connus, en fait, par le biais du travail. Donc, Isabelle est aussi spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. C'est toujours long à dire, notre titre. Pour les intimes, on dit SRDV. Donc, Isabelle est aussi SRDV, mais on est surtout des grandes amies depuis plusieurs années. Puis, c'est ça. Isabelle, elle a trouvé une thématique qui l'inspirait beaucoup aujourd'hui. Génial. Et avant de passer à la thématique, moi, j'ai une question qui peut paraître saugrenue, mais ça, je vais en poser à tous les épisodes, je vais en poser. On utilise beaucoup l'expression déficience visuelle. On utilise beaucoup, non-voyant, malvoyant. Qu'est-ce qui est arrivé avec le mot aveugle? Est-ce qu'on l'utilise encore et est-ce qu'on peut l'utiliser sans choquer? Ah, ça, c'est tellement une bonne question. Le mot aveugle existe toujours dans le dictionnaire. Il peut toujours être utilisé. Je pense que chaque personne va trouver le mot avec lequel elle ou il est à l'aise. Le mot aveugle, souvent, c'est associé à ne pas voir du tout. Cécité complète. On peut dire qu'on est légalement aveugle, comme par exemple, moi, j'ai la cécité légale, mais dans les faits, je vois. Fait que, justement, ça peut créer une certaine confusion, ce mot-là. On est légalement aveugle, mais on a de la vision, mais dans l'imaginaire populaire, on imagine que quelqu'un qui est aveugle ne voit pas. Donc, on peut dire malvoyant, non-voyant, qui ne pas voir. Fait qu'il y a plusieurs mots, puis je pense que c'est les personnes qui ont la déficience visuelle qui peuvent choisir selon les circonstances. Mais tu sais, comme Isabelle, si, exemple, je te croise dans la rue, je sais pas si tu es malvoyante, non-voyante, si tu as une cécité complète. Alors, si je te dis tu as un handicap et que tu es aveugle, est-ce que ça choque? Est-ce qu'on peut le dire? Parce qu'aujourd'hui, on est très politically correct dans tout. On essaie d'être correct dans tout ce qu'on dit, mais toi, Isabelle, qu'est-ce que tu en penses? Ben en fait, moi, ça m'a toujours un peu choqué le terme aveugle, surtout que moi, j'ai quand même une vision, je qualifierais d'une relativement bonne vision pour une personne qui a une déficience visuelle. Je fonctionne surtout en grossissant les caractères, en me rapprochant des gens. Je vois quand même bien les couleurs, j'ai un bon champ visuel, mais je peux pas conduire. Tu sais, j'ai quand même une déficience visuelle, mais j'aime pas le mot aveugle parce que pour moi, ça a une connotation négative. Ça me rappelle un peu la cour d'école quand les petits-enfants arrivent puis « Hey, l'aveugle! » tu sais. Fait que ça a une connotation négative que j'arrive pas à détacher de ce mot-là. Okay. Alors, qu'on se le dise, on peut dire non-voyant tout le temps. Alors, non-voyant ou malvoyant. Bref. Quel âge tu as, Isabelle? Moi, j'ai 51 ans. OK. Donc, et c'est quoi ta déficience visuelle? En fait, ma mère avait la rubéole quand elle est tombée enceinte de moi. En fait, quand elle était enceinte de moi. Et ça a affecté mes yeux. Mais c'était pas... à l'époque, il n'y avait pas encore le vaccin contre la rubéole auprès des femmes enceintes, tout ça. Donc, elle n'était pas au courant. Alors, quand je suis née avec des cataractes congénitaux. OK. Puis, donc, je ne voyais pas du tout. Et j'avais une malformation du nerf optique, ce qui ne se voyait pas. Et même les cataractes congénitaux ne se voyaient pas non plus. Et j'ai passé mes premiers mois de vie à Sainte-Justine, mais ils n'ont pas décelé la déficience visuelle. Non. Ils l'ont décelé à 3 mois seulement. Et j'ai dû subir 13 opérations dans les yeux pour qu'ils enlèvent tout ce qu'ils avaient enlevé relié aux cataractes congénitaux qui étaient derrière, dans le fond de l'œil. Et ils ont réussi à ce que je vois pour la première fois à l'âge de 1 an. OK. Mais là, ta vision, je le pose à chaque émission, cette question-là. C'est que là, t'es à un pied de moi à peu près. Oui.
comment tu me vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des détails? Est-ce que c'est flou? C'est quoi ta vision? Ben moi, je te vois relativement bien. Je vois pas tous les détails de ton visage. OK. Par exemple, la couleur de tes yeux. Là, je suis à peu près à un pied de toi, un pied et demi. Peut-être faudrait que je me rapproche là, à moitié là, pour voir tes yeux comme il faut, la couleur et tout ça. C'est sûr que si tu me fais un clin d'œil, je vais pas le voir, mais si tu me fais un grand sourire, je vais le voir. Donc, les détails, c'est plus difficile là, pour moi. Oui. OK. Parfait. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, Isabelle, on voulait connaître comment la déficience visuelle a influencé qui tu es, pourquoi tu es devenue la personne que tu es devenue. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont influencé, pas juste la déficience visuelle, mais ça a quand même collaboré à construire la personne que tu es. En lien avec ça, est-ce que tu pourrais nous dire quand tu étais enfant, comment ça se passait? Comment, par exemple, ta famille, tes amis à l'école, comment ça allait en lien avec la déficience visuelle? Ben, en fait, il faut dire que moi, en plus d'avoir eu des cataractes congénitaux, j'ai du nystagmus. Pour les gens qui connaissent pas le nystagmus, là, c'est un mouvement involontaire des yeux Qui se promène de droite à gauche. OK. Pour moi. C'est subtil. C'est pas tout le monde qui va le remarquer au premier abord. Puis, il y a des gens qui vont le remarquer plus que d'autres quand je suis nerveuse ou peu importe. Puis, j'ai un léger strabisme de l'œil droit quand je suis fatiguée ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que quand j'étais enfant, je maîtrisais moins mon nystagmus parce que des fois, on peut maîtriser mieux notre regard. Et puis, mon œil droit était plus apparent quand j'étais enfant. Donc, j'ai dû faire face au regard des autres très jeune. Donc, c'est sûr que dès les premières années au primaire, c'était pas si mal, mais depuis plus qu'on s'approchait là, du 5e, 6e secondaire, là, je commençais à voir que j'étais différente des autres, de par le regard des autres. Puis c'est ça qui a meublé un peu mon enfance au niveau de ma déficience visuelle, c'est que j'étais très consciente d'être différente. Malgré que je viens quand même d'une famille aisée, j'ai une mère qui m'adore, de laquelle je suis vraiment très, très proche. Puis, d'ailleurs, j'ai été très, très protégée quand j'étais jeune aussi. Est-ce que tu considères que tu étais surprotégée? Je crois que dans un sens, oui. OK. Oui, je crois que oui. Mais en même temps, non. C'est sûr que moi, dans ma jeunesse, c'était beaucoup... j'étais beaucoup confrontée à l'apparence. Ma mère me disait souvent, par exemple, ou même mes amis proches, ben ça paraît pas tes yeux, fais-toi-en pas avec ça. Fait que j'étais comme beaucoup confrontée à ça. Et... mais en même temps, je ne bénéficiais pas beaucoup de services de réadaptation, moi, quand j'étais jeune. OK. Parce que je suis quand même une personne qui s'est débrouillée longtemps, sans réadaptation, sans même faire appel à de l'aide psychologique ou quoi que ce soit par rapport à ma vision. Toute mon enfance puis mon adolescence, ben, je les ai passées comme j'ai pu, à dealer avec ce que je pouvais par rapport à mon image de moi qui était pas mal distordue. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Ouais. tu dis que ta déficience visuelle qui est visible, ça a longtemps fragilisé ton estime de toi. Tu dis ça, longtemps, donc, tu as vécu un peu... tu te sous-estimais? Ben c'est comme si j'accordais beaucoup, beaucoup d'importance au regard des autres, au regard des autres sur moi. Et comment est-ce que je me dévalorisais par rapport à cette différence-là? Je voulais tellement être comme les autres. Je voulais plaire à tout prix. J'avais l'impression, surtout au sortir de l'adolescence, j'avais l'impression que fallait constamment que je me mette... que je fasse la promotion de moi-même. Ouais. Que je me mette de l'avant, que je mette mes qualités de l'avant, que je mette mes... Que tu compenses. Que je compense avec toutes les... Moi, c'était plus au niveau intellectuel. Ça a été physique aussi quand j'étais jeune adulte. Plaire aux garçons et tout ça. Comme pour compenser quelque chose qui était ma déficience visuelle que moi, je considérais comme négatif. Oui. Donc, ça a joué beaucoup, beaucoup sur la déficience, sur mon estime de moi, de par le fait, par exemple, que je me faisais souvent demander « Qu'est-ce que tu as aux yeux? » Ah oui, OK. Puis même, tu sais, c'est pas tant que j'ai de la misère à lire ou de la misère à... Tu sais, c'est pas ça qui m'achalait le plus. C'était vraiment de me faire poser cette question-là. Que certaines personnes vont me poser encore aujourd'hui, puis c'est correct, j'ai tellement évolué. Mais à l'époque, ça me faisait comme me rappeler à chaque fois, puis il fallait que je travaille très, très, très fort sur moi
pour travailler mon estime de moi qui était intimement liée à ma déficience visuelle puis qu'est-ce que ça me faisait vivre. Puis qu'est-ce qui fait, moi, Isabelle, je t'écoute, puis aujourd'hui, je te connais, puis c'est vraiment pas comme ça que je te perçois. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tranquillement, t'en es venu à dire, tu sais, les gens, ce qu'ils pensent, c'est pas si important? Bien, en fait, à la fin de l'adolescence, début vingtaine, j'ai commencé une thérapie. Ah. J'ai été 7 ans en thérapie. J'ai toujours dit d'ailleurs à ma psychologue que j'avais payé une partie de sa maison, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais j'ai fait une thérapie qui a été extrêmement bénéfique. Où est-ce qu'on a travaillé beaucoup sur ma perception de moi-même, sur la perception de mes limites. Tu sais, il y a des limites que tu peux pas changer. Tu sais, la déficience visuelle en tant que telle, je peux pas la changer. Mm-hmm. Je l'ai appris à travers cette thérapie-là. J'ai appris ce sur quoi j'avais du pouvoir. Ouais. Puis, comment est-ce que, dans le fond, je pouvais m'émanciper puis me sortir de l'impression négative du regard des autres, dans le fond. Okay. Isabelle, tu nous as parlé de tout ce qui a été plus peut-être difficile ou moins évident dans ta jeunesse, mais tu en es venu aujourd'hui à être quelqu'un de drôle, qui a de la répartie. Comment tout ça s'est passé? Comment tu penses que tu as réussi, dans le fond, à te sortir de ces difficultés-là aujourd'hui? Bien, en fait, qui je suis a été construit sur toutes ces difficultés-là puis toutes ces embûches-là. Dans le fond, ça a créé qui je suis aujourd'hui. Puis je pense que j'ai toujours eu un sens de la répartie, j'ai toujours eu un humour, j'ai toujours eu un esprit vif. Moi, en tout cas, moi, je considère ça. Des fois, il est un petit peu plus camouflé quand ça allait moins bien, certaines périodes, mais aujourd'hui, je pense que je peux dire qu'à 51 ans, j'y suis arrivée, comment dire, d'être vraiment moi-même. Je me sens comme calme par rapport à mon handicap visuel, par rapport au regard des autres. C'est comme si j'avais lâché prise à un moment donné. Mm-hmm. Puis c'est drôle à dire, mais quand on lâche prise, les gens le sentent. OK. Ouais. Les gens... Parce que, tu sais, des fois, une personne qui a un handicap visuel ou qui a autre chose, ça peut être totalement autre chose, parce que, je veux dire, il n'y a pas seulement le handicap, on peut être handicapé de diverses manières dans la vie. On peut avoir eu une famille difficile, on peut avoir n'importe quoi. Ouais. Puis, c'est toujours de la façon qu'on traite ça, qu'on vit avec ça, puis l'image qu'on renvoie aux autres aussi. Moi, je me souviens d'une époque où j'étais très mal à l'aise, mais aujourd'hui, depuis que j'ai lâché prise par rapport à mon handicap, par rapport à ce que les gens peuvent percevoir de moi, c'est comme si cette barrière-là, invisible, n'existe plus. Puis quand quelqu'un aujourd'hui te dit « Ah, qu'est-ce que tu as aux yeux? » Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce qui se passe en toi? Oui, c'est bon comme question, ça, parce que à un moment donné, ma psychologue, elle m'avait dit « Fais-toi une carte d'affaires, là, puis écris dessus. écris ton nom, là, c'est quoi ta déficience visuelle, puis comment tu vois, puis donne-leur ça, là, puis c'est tout. » Mais là, j'avais pensé à l'idée, je m'étais dit « C'est peut-être pas pire, parce que des fois, ça ne tente pas toujours de répondre à cette question-là. Ça dépend, tu sais, je veux dire, des fois, je me sens comme quand je suis en vacances, je suis plus relax, tu sais, je veux dire, des fois, je vais répondre longuement, des fois, je vais répondre avec mes phrases typiques. Souvent, j'ai des phrases typiques. J'ai des phrases que j'ai déjà préparées, tu sais, je vais pas leur raconter que ma mère avait les rubéoles puis toute la patente. Oui. On a le droit de la version longue. Non. La version courte, par exemple? La version courte, c'est, regarde, moi, j'ai une déficience visuelle depuis que je suis née. J'ai de la difficulté à voir, mais je peux quand même bien me débrouiller. Tout simplement, je vais juste dire ça. Oui. Il y en a qui vont... Puis c'est drôle parce qu'il y a différents observateurs. Il y a des observateurs, des interlocuteurs plutôt, qui vont parler avec toi, puis ils vont remarquer quelque chose, mais ils feront pas de commentaires. Il y en a d'autres types qui vont faire un commentaire tout de suite. Oui. Puis il y en a d'autres que, ils vont juste laisser aller parce qu'ils sont trop distraits. Oui. Mais c'est intéressant parce que le fait que tu as ces interactions-là avec les gens, ça te permet de voir un peu à qui tu as affaire, à tenter le terrain un petit peu de la personne qui est là, tu sais, qui est à côté de toi. Puis on n'a pas le pouvoir sur les autres.
qu'on soit qu'on ait une différence, peu importe la différence qu'on ait, que ce soit un handicap ou non, on n'a pas de pouvoir sur le regard des autres, on n'a pas de pouvoir sur comment l'autre va réagir, d'où la personne vient avec avec tous ses jugements, tout son bagage. Moi, j'ai pas le pouvoir là-dessus, fait que je peux juste lâcher prise, fait que je choisis les personnes qui font partie de ma vie. Puis je vais pas m'attarder plus longtemps s'il y a quelque chose. Je me laisse pas déranger, je me laisse pas rabaisser, je me laisse pas aller dans ce tourbillon-là. Ouais. Alors, tu sais, tantôt, tu parlais de manque de confiance en toi, de limitation, de préoccupation par rapport à ton physique. Donc, tout ça a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Tu as transformé ça en force, en résilience. Oui. Je suis pas certaine que j'aurais une capacité d'introspection aussi grande. En tout cas, je pense pas que je l'aurais fouillé tant que ça si j'avais eu aucun handicap. Je crois pas que je serais... Ben, la force, on la trouve en soi à travers les épreuves. Je peux pas savoir, mais je pense que je serais quand même différente, mais je suis quand même Isabelle Deschênes, là, avec mes forces, mes faiblesses. Et j'ai su, moi, passer à travers tout ça. Puis je suis fière aujourd'hui de comment j'y suis arrivée. Là. Puis je te connais pas beaucoup, mais c'est vrai que tu as un bon sens de l'humour. Puis tu prends la vie du bon côté, je trouve. Oui. Puis ton métier, tu l'aimes aujourd'hui. Oui. Tu sais, même si dans la vie, on rêve d'un moment donné de faire quelque chose. Puis tu sais, jeune, peut-être tu peux rêver d'être psychologue. Aujourd'hui, t'es spécialiste en réadaptation, en déficience visuelle, tout ça. Mais t'es heureuse dans ce que tu fais. Oui. Moi, je suis sur mon X, comme on dit. Une expression galvaudée un peu, mais en tout cas, j'adore ce que je fais. Je trouve que je peux rendre au suivant. Il y a des gens qui ont une déficience visuelle parfois qui est beaucoup moindre que la mienne, mais ils prennent ça vraiment difficile. Mais il faut pas que j'oublie que moi, j'ai passé par tout ce chemin-là pour arriver où je suis aujourd'hui. Et parfois, il faut passer par ce chemin un petit peu plus difficile pour arriver où on est. Puis il faut laisser le temps aux gens de s'adapter à leur rythme. Parce que il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui ont une déficience visuelle, mais je pense que chaque personne est différente. Chaque personne s'y adapte à sa façon. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup dans notre métier, hein, parce qu'avant de faire le travail de spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, ben on connaît notre déficience visuelle. Puis en étudiant à l'université, quand on fait le programme, puis après, quand on travaille, on découvre qu'il y a toutes sortes de maladies, puis que ça ça prend des formes différentes au niveau de l'acceptation, au niveau des limites que les gens se font. C'est surprenant, hein, quand on arrive pour rencontrer les gens après au travail. Ben oui, c'est surprenant parce qu'il y a tout le processus de deuil par lequel il faut passer. Des fois, ça s'échelonne sur plusieurs années. Puis, des fois, ça va plus vite. Ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs. Ton deuil, toi, tu l'as fait à quel moment dans ta vie, à peu près? Moi, je l'ai fait tout au long de ma vie. Ah oui? Je pense que je ne crois pas qu'il sera jamais complètement achevé. Parce que c'est quand même... comment dire? C'est un travail de tous les jours, de rester vrai, de rester authentique. Moi, je suis dans la phase d'acceptation, c'est sûr et certain. Là. Okay. Je veux dire, je suis là-dedans, mais il faut que je gère la vie quotidienne à travers tout ça. Et c'est pour ça que il faut jamais que je m'assoie sur mes lauriers puis de me dire, ben tout est réglé. Je continue toujours à travailler sur moi à travers ça. Puis je suis toujours à l'affût de comment je me sens et tout ça. Puis je trouve que c'est important de maintenir cette alerte-là là, envers soi-même. Bianca, est-ce que tu crois que une personne qui a une déficience visuelle, est-ce qu'il y a des gens qui font complètement leur deuil à un moment donné? C'est une bonne question. Ce que je dirais, je suis pas sûre. Parce que quand on dit deuil, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose, puis je le vois autant chez mes amis que moi, que les personnes avec qui je travaille, il y a toujours des défis à chaque moment. C'est pas comme, mettons, tu déménages même quelqu'un qui change de pays, je sais pas trop comment ça se passe, c'est pas une réalité que j'ai, mais il apprend la langue, il connaît la culture, puis c'est réglé. Quand tu as une déficience visuelle, il y a toujours des difficultés qui peuvent être disséminées un petit peu partout, ou des défis, je devrais dire, puis des façons de les surmonter. La différence, elle est toujours là. Puis comment je peux dire, c'est jamais acquis de dire j'ai tout réglé, parce que il faut toujours s'adapter. Puis ça peut puis des fois, tu sais, on peut se faire surprendre par une situation de la vie quotidienne, puis ça nous ramène quelque chose. OK. Et puis, c'est ça, tantôt, on parlait d'adaptation. Donc, ta déficience visuelle, elle a renforcé ta capacité d'adaptation. Puis, est-ce que ça a aussi renforcé ta créativité? Ça, je sais de qui ça vient, cette question. Dans une autre vie, je sais pas si en tout cas,
comment je serais, mais je sais que moi, j'ai toujours dit à mes amis que j'ai comme 7 hobbies créatifs. J'avoue, je suis coupable pour la question. Oui, je m'en doutais. Tu sais, je fais de la broderie. En fait, j'ai des hobbies visuels, très visuels pour une personne qui a une déficience visuelle. Je fais de la broderie, je fais du coloriage, je fais du crochet, je fais du tricot. Je fais du diamond painting. Qu'est-ce que je fais du casse-tête? Moi, j'en perds le fil. Tout ça, là, Oui. est-ce que tu l'aurais fait si tu n'avais pas eu de déficience visuelle? Je ne sais pas, mais je sais que ça maintient mon équilibre intérieur. Moi, là, ces hobbies-là, ça va premièrement, ça va comme me centrer mon esprit sur quelque chose. Puis c'est super important pour moi. Puis je souhaite à tout le monde, déficience visuelle ou non, qui ait des hobbies comme ça pour se centrer puis se recentrer là, sur soi. Ouais, toi, c'est quoi tes hobbies, ma belle Bianca? Moi, j'ai beaucoup moins des hobbies visuels qu'Isabelle. À chaque fois que je la vois faire ces trucs, j'ai mal aux yeux. Moi, j'ai plus les hobbies typiques comme jouer du piano et faire de la radio. Ouais. C'est vrai, t'es pianiste, toi. Ben, pianiste, je joue du piano. Ouais. En tout cas, je pense que tu débrouilles bien parce que t'en as fait plusieurs années. Fait que, ouais, moi, c'est plus mon type, mais... Génial. Puis, donc, en résumé, vite, ta déficience visuelle a fait la personne que tu es. Je te l'ai posé tantôt, mais tu peux affirmer officiellement que c'est quoi ta plus belle qualité que tu as acquis grâce à cette déficience visuelle-là? Ben, je pense tout simplement c'est mon authenticité. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis déjà une personne spontanée. Oui. Mais j'ai gagné en authenticité avec les années. Puis ça, je pense que ça n'a pas de prix, là. Ouais. Écoute, on va continuer à jaser avec toi. Je veux juste faire une brève petite pause pour te dire, Bianca, que tout au long de la saison, on va présenter des extraits. C'est des artistes qui vont lire pour nous. Alors, parce que toi, tu disais à quel point la littérature est importante pour les personnes qui vivent avec une déficience visuelle. Oui, bien, en fait, c'est que... peut-être pas toutes les personnes qui ont une déficience visuelle, mais ce qui est intéressant avec la littérature comme art, c'est que une fois qu'on y a accès, une fois que ce soit par le sonore, le gros caractère, une fois que l'accès au support du livre est possible, quand on lit une histoire, quand on écoute une histoire, il n'y a plus de manque d'accès à l'information. Quelqu'un, par exemple, qui va écouter un film qui a une déficience visuelle, ben il peut rater des bouts, il peut avoir besoin d'audio-description par-dessus la trame du film. Qui va au théâtre, c'est la même chose. Mais dans la littérature, c'est comme si ça redonne la vue. Parce que quand on écoute ou qu'on lit un livre, tout est décrit par l'auteur, les paysages, les expressions faciales, tout ce à quoi dans la vie quotidienne on a de la difficulté à avoir accès. Fait que la littérature, c'est un art qui peut vraiment être apprécié par les personnes qui ont une déficience visuelle. Puis c'est intéressant avec l'émission de radio. La radio aussi, elle est totalement accessible de se mettre dans ce bain-là en écoutant des histoires à chaque émission. D'accord. Est-ce que tu lis, toi, Isabelle? Moi, je lis énormément. Ah, wow! À chaque soir, je m'endors avec un livre audio. OK. Et juste avant d'aller à la pause, dis-moi donc, si tu pouvais revivre ta vie en ayant la vue, le souhaiterais-tu? C'est sûr que je peux pas répondre non à cette question. Ouais. J'aimerais. OK, génial. Alors aujourd'hui, on vous laisse à cet extrait du livre La vallée des avalées de Régent Ducharme. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui traverse des épreuves qui influencent profondément son développement personnel. Alors on quitte en lecture et on se retrouve après la pause. Bonjour, je m'appelle Catherine Brunet, je suis actrice et j'ai envie de vous lire un extrait de La vallée des avalées, un roman de Régent Ducharme. Je suis contre l'amour. Je me révolte contre l'amour comme il se révolte contre la solitude. Aimer veut dire éprouver du goût et de l'attachement pour une personne ou pour une chose. Aimer veut dire éprouver. Aimer veut dire subir. Je ne veux pas éprouver, mais provoquer. Je ne veux pas subir, je veux frapper. Je ne veux pas souffrir. Quand je serai grande, je n'aurai plus en place de cœur qu'une outre vide et sèche. Christian me laissera froide, tout à fait indifférente. Aucun lien ne nous unira que je n'aurai tissé de mes propres mains. Aucun élan ne me portera vers lui. Je me porterai vers lui de mes seuls pieds. J'aime imaginer que nous sommes deux pierres que j'ai entrepris de greffer l'une à l'autre avec mon sang. Un dialogue sera établi entre deux pierres. Mon entreprise sera couronnée de succès. Je suis une alchimiste rendue folle par des vapeurs de mercure. J'aimerai sans amour, sans souffrir, comme si j'étais quartz. Je vivrai sans que mon cœur batte, sans avoir de cœur.
Les histoires d'amour me fatiguent. Je considère manquer, gâcher, médiocre la vie de celui dont la vie est une belle histoire d'amour. C'est toujours pareil, elle et lui. Ils viennent de bout et d'autre de nulle part et ils se tombent dans les bras. Ils ne se connaissent pas. Ils arrivent face à face, ils se regardent et ils sentent leur cœur s'enflammer, se mouiller et se gonfler. Ils s'aiment, je te l'aime, tu me l'aimes. Ils s'aiment et surgit des noirceurs de la terre, des cloches par milliers sonnent. Il est pâmé et il n'a rien fait pour ça. Elle est aux anges et elle n'a rien fait pour ça. Quelque chose leur est arrivé qu'ils n'ont pas cherché. Ils subissent une pression, se laissent pousser, c'est lâche, c'est indigne. Ils sont tombés dans un piège et s'y trouvent bien. Ils se sont fait jouer un tour, et aveuglément, comme s'ils étaient bouchés à l'émery, ils s'en réjouissent. Ils sont victimes d'un complot, dupes d'une machination. Je m'appelle Bérénice Heinberg, et je ne me laisserai pas induire en erreur. Il ne faut pas se laisser aller à aimer. C'est comme se laisser aller. J'apprends à dédaigner ce qui d'abord me plaît. Je m'exerce à rechercher ce qui d'abord me porte à chercher ailleurs. Les choses et les personnes auxquelles on ne trouve pas de beauté ne font pas souffrir. C'est ridicule. Mais c'est moins ridicule que d'obéir sans se méfier à la voix de ces sentiments qui ne viennent de nulle part. Ils sont sortis du néant. Ils se sont éveillés. Ils ont trouvé des sentiments dans leur âme et ils disent « Ce sont mes sentiments ». Ce qui importe, c'est vouloir. C'est avoir l'âme qu'on s'est faite. C'est avoir ce qu'on veut dans l'âme. Ils se demandent d'où ils viennent. Quand on vient de soi, on sait d'où l'on vient. Il faut tourner le dos au destin qui nous mène et nous en faire un autre. Pour ça, il faut contredire sans arrêt les forces inconnues, les impulsions déclenchées par autre chose que soi-même. Il faut se recréer, se remettre au monde. On naît comme naissent les statues. On vient au monde statue. Quelque chose nous a fait et on n'a plus qu'à vivre comme on est fait. C'est facile. Je suis une statue qui travaille à se changer, qui se sculpte elle-même en quelque chose d'autre. Quand on s'est fait soi-même, on sait qui on est. L'orgueil exige qu'on soit ce qu'on veut être. Ce qui importe, c'est la satisfaction de l'orgueil. C'est de ne pas perdre la face devant soi-même. C'est la majesté devant un miroir. C'est l'honneur et la dignité entretenus au détriment des puissances étrangères dont l'âme naissante est infestée. Ce qui compte, c'est se savoir responsable de chaque acte qu'on pose. C'est vivre contre ce qu'une nature trouvée en nous condamnait à vivre. Il faut, à l'exemple du géant noir gardien des génies malfaisants, se faire fouetter pour ne pas s'endormir. S'il le faut, pour garder mes paupières ouvertes, j'arracherai mes paupières. Je choisirai le sol de chacun de mes pas. À partir du peu d'orgueil que j'ai, je me réinventerai. Vous écoutez Ivoire Clair avec Nathalie Barrette et Bianca Lussier d'Alpé. Notre prochain invité est M. François Côté, qui est psychologue et aussi non-voyant. Alors, Isabelle reste parmi nous. On va avoir donc une conversation, nous quatre. M. Côté, comme je le disais, a une déficience visuelle et il est reconnu, dans le fond, pour travailler autant auprès des personnes voyantes que des personnes en déficience visuelle, ce qui va lui donner une perspective vraiment intéressante sur notre question là, de l'identité aujourd'hui. Oui, parce qu'il sait de quoi il parle. Alors, bonjour, M. Côté. Bonjour à tous. Oui, autant auditeurs que l'équipe. J'espère que vous allez bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on disait, vous êtes vous-même atteint d'une déficience visuelle. C'est une déficience de naissance. Tout à fait complète et de naissance. Ah oui, c'est ça. Vous aviez à peu près 2 mois, je pense. Vous étiez vraiment tout jeune. Ah oui. Il n'y a plus de souvenirs et c'est vraiment de naissance. On peut le considérer ainsi. OK. Puis à quel moment avez-vous pris pleinement conscience de l'impact de cette condition-là sur votre identité personnelle et professionnelle? Personnel, en fait, l'enfant vit dans son univers et c'était comme ça pour moi, mais pour n'importe quel enfant. Mm-hmm. Et c'est le regard de l'adulte qui va amener le handicap. Parce que l'enfant se sent pas handicapé. Uh-huh. Il sent qu'il fait des choses différemment. Il y en a qui voient les vaches dans le champ quand moi, je les entends au loin, mais je les vois pas. Et
c'est une différence pour l'enfant qui fait aucun problème. Mm-hmm. La difficulté apparaît quand les autres projettent sur nous une limitation. Mm-hmm. Et quand on entend les adultes dire X c'est de valeur, X ça fait pitié, ben à ce moment-là, l'enfant comprend que je vis quelque chose qui rend les autres mal. Et ça commence par rendre les autres mal à l'aise pour finir par nous-mêmes nous rendre mal à l'aise, de rendre les autres inconfortables. Mm-hmm. Alors, c'est les premiers qui arrivent, dans mon cas, vers 5-6 ans. OK. Et je dirais que c'est pas mal le cas de ce que j'ai pu observer aussi. Puis selon vous, comment la déficience visuelle va influencer le développement de la personnalité, de l'estime de soi? Comment ça se passe chez les... vous dites à 5-6 ans, on en prend conscience. Jusqu'à l'adolescence, comment ça peut se passer? Comment ça peut se vivre? En fait, je dirais qu'il n'y a pas une personnalité qui se développe par le handicap visuel. Si on le prend à l'inverse, la personnalité va influencer la manière dont on vit le handicap visuel. Alors, dépendamment de l'environnement est très important pour l'enfant. Si on vit avec des parents assez sécures dans la vie, ça va être un contexte, disons, favorable à ce qu'on développe plus de sécurité intérieure et d'exploration et extérieure. Si on vit avec des parents qui, pour un ou pour les deux, sont assez anxieux ou plutôt inquiets dans la vie, ah ben là, l'enfant qui vit une différence pour ces parents-là va être une source d'inquiétude et de tourment qui va se transposer dans la relation. Mais, excusez, désolé, allez-y, continuez. Et c'est ce qui fait que, en fait, la personne, l'enfant va se développer avec une insécurité qui peut-être était là dans son tempérament, mais accentuée par le contexte et accentuée par le handicap. Et parce que tantôt, notre invitée, Isabelle, disait que, bon, évidemment, à l'école, les jeunes ne sont pas toujours gentils, puis les jeunes soulignent à gros traits la déficience visuelle ou le handicap, comme vous dites. Alors, ça aide pas non plus aux jeunes à prendre de l'assurance et tout ça. Parce qu'on parlait des parents, mais l'environnement aussi, les jeunes à l'école, ça peut être difficile. Ça peut être difficile, oui, dépendamment des contextes et dépendamment de la capacité aussi à s'intégrer. Si l'enfant est assez à l'aise dans son environnement, fonctionne assez facilement avec une canne ou sans canne même, ce qui était mon cas à l'époque, on n'en était pas à l'adaptation en si bas âge, peut faire en sorte que ça crée même de la curiosité chez les autres de dire « Ah, tu arrives à fonctionner de cette façon-là. Et ça peut quand même passer assez bien si l'enfant, par contre, est très insécure, a des comportements d'isolement, de rester sur place quand il n'y a pas quelqu'un qui l'aide au déplacement, ben là, il peut être la cible de taquinerie ou de moquerie davantage. Il prête flanc, disons, sans le savoir, sans le vouloir, par son malaise. Okay. Isabelle, elle a une question pour vous. Bonjour, monsieur. Oui. Moi, j'ai une question. Ça me ramène à mon enfance. Ça me ramène aux outils que je n'avais pas en tant que personne avec une déficience visuelle. Moi, j'étais insécure. J'allais pas nécessairement vers les gens. Je savais pas quoi répondre quand quelqu'un me disait quelque chose sur ma déficience visuelle. Je me demande comment un parent ou comment les enseignants pourraient éduquer leurs enfants pour qui ait les outils justement pour développer une estime de soi qui est malmenée là, à l'école comme ça. Oui, c'est une grande question à plusieurs volets, effectivement. Pour avoir été impliqué dans quelques intégrations d'enfants en milieu scolaire, je dirais que la première phase pour moi était de faire une démarche avec les parents pour considérer comment eux vivaient
la situation. Comment eux se situaient parce que leur manière d'intervenir avec l'enfant et de l'aider, de l'accompagner, teinte beaucoup la façon dont lui va se sentir et va communiquer avec les autres. Alors, si on l'amène à trouver confiance dans sa différence plutôt que d'essayer d'être comme tout le monde, et c'est souvent une des démarches, c'est qu'on essaie d'aplanir tellement les situations pour qu'il y ait le moins possible, et c'est une intention noble, on s'entend là, pourquoi pas, mais il va toujours rester des dimensions non adaptées, et plus on peut équiper l'enfant à réagir à l'imprévu ou à ce qu'il n'est pas adapté pour lui, pour qu'il arrive à trouver les mots et à demander ce dont il a besoin. Et ça, très souvent, il y a des milieux scolaires qui vont faire beaucoup d'adaptations avec des bonnes volontés, où il y a certains outils mis en place qui ne serviront pas et qui auront à grands frais, quand il y a des choses très simples qui auraient pu être ajustées et mises en place pour supporter l'enfant, mais dans sa réalité. Alors, plus on se colle à la réalité de l'enfant, plus ça peut être salutaire pour lui et plus proche de ses besoins. OK. Parce qu'on le sait, là, les enfants, ils veulent tous... ils veulent pas être différents. Ils veulent tous être pareils. Fait que j'imagine que quand un enfant est dans une école... est-ce que c'est mieux d'envoyer un enfant dans une école où tous les jeunes ont une déficience visuelle? C'est ce que j'ai connu et j'oserais dire que c'est pas tellement les enfants qui veulent être pareils comme les autres, c'est beaucoup plus les parents qui cherchent à ce que l'enfant... Et plus on accompagne l'enfant dans le sens de dire, écoute, on en a tous des différences. Il y en a qui paraissent plus, d'autres moins, mais on a tous notre unicité. T'as la tienne et, ta nature est ainsi. La nature t'a doté de certaines choses dont tu es capable, d'autres moins, comme tout le monde. Et c'est avec ça que tu as à composer. C'est un message aussi qui est envoyé par la société. Ouais. D'être pareil. D'être pareil. Oui, tout à fait. La conformité. Et là, on rejoint ce que je tentais d'amener tantôt. Quand on est rassuré par la conformité, c'est qu'on est inquiété aussi par la différence. Et c'est une belle occasion, et pour les parents, et pour l'enfant, de cheminer et de faire cheminer l'environnement autour sur l'acceptation de la différence comme étant un plus, comme étant une ouverture plutôt qu'une répétition d'une conformité. Mais on s'entend que là, on parle d'une maturité, là. Oui. Mais, excusez, on est en 2024. Comme vous dites, on parle de déficience visuelle et tout ça, mais l'ouverture devrait être tellement... On parle de différence. Il faut aujourd'hui que les jeunes apprennent à accepter que tout le monde est différent. Il y en a qui sont non-voyants, il y en a d'autres qui sont qui viennent d'un autre pays. Bref, je crois que les jeunes aujourd'hui devraient avoir une plus grande ouverture d'esprit et c'est ce qu'on devrait leur enseigner dans les écoles, selon moi. C'est ce que les écoles rencontrent ou notre ministère d'Éducation rencontre comme réalité, c'est-à-dire on est rendu avec des classes de 30 où il y a 15 enfants qui ont des programmes particuliers de développement, c'est parce que, justement, on se rapproche du fait là, que chacun a ses capacités et ses manières de fonctionner qui peuvent différer, ce qui ne veut pas dire que c'est un moins ou un plus, mais que c'est différent. C'est intéressant ce que vous dites, M. Côté, parce qu'il y a un côté différent comme tout le monde, comme si tout le monde a une différence, puis tout le monde veut ne pas avoir, ou en tout cas dans sa jeunesse, veut moins aller de l'avant avec cette différence-là. Moi, ce que je me demande en vous écoutant, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre à la déficience visuelle? Est-ce qu'au niveau psychologique, on peut considérer la déficience visuelle comme, je sais pas moi, n'importe quelle autre différence, ou elle a des caractéristiques qui sont spécifiques à la déficience visuelle, des défis particuliers que vous voyez? Il y a quand même des défis particuliers. Le moment le plus difficile dans mes observations, du moins, et personnelles et professionnelles,
c'est l'adolescence qui est la période la plus difficile, parce qu'on a justement besoin de conformité pour se sécuriser et se sentir faire partie d'eux. Et on n'a pas nécessairement la maturité à cet âge-là pour supporter la différence. Et c'est la période la plus critique, la plus difficile souvent. Ce qui peut être des particularités, je vais donner des exemples pour faire un peu saisir les nuances. Si quelqu'un est introverti, donc, quand on parle de l'extraversion, de l'introversion, et qu'il a un handicap visuel majeur, là, disons un handicap visuel complet ou presque, ça va être plus difficile parce que déjà par tempérament, on va être plus porté à réfléchir plutôt que d'aller vers l'autre, à s'isoler dans des activités, s'isoler, c'est pas toujours pour eux, c'est pas un isolement parce que c'est dans leur nature préférée, je devrais dire, préférer la lecture que d'être en groupe par moment, préférer des activités solitaires. Alors, quand on a ce tempérament-là, le handicap visuel vient ajouter une couche de difficulté d'aller vers l'autre, ce qui est déjà pas dans notre nature d'introverti. Donc, ça va accentuer, si je fais une image un peu arbitraire, là, si quelqu'un est à 60% introverti et 40% extraverti, le handicap visuel va faire qu'il va peut-être passer à 70% introverti à cause de la réalité du handicap visuel. À l'inverse, la personne qui serait extravertie à 70% et introvertie à 30%, peut être ralentie à 60% parce que le handicap visuel va lui amener moins d'aisance dans l'extraversion. Quand on arrive là, et Isabelle l'a sûrement vécu, quand on arrive dans un 5 à 7, même si on est adulte là, et qu'il y a de la musique forte et qu'on est un introverti non-voyant, c'est pas simple les 15 premières minutes, on s'entend. Ça demande de trouver des personnes de référence. Quelqu'un d'extraverti va être plus à l'aise de le faire, mais ce sera quand même pas aussi simple que quelqu'un qui voit, puis qu'en entrant dans la salle, il va se rendre directement à la table des personnes qu'il connaît ou Ouais. Alors, ça parle, cette image-là. Oui, la personne qui a une déficience visuelle, elle se retrouve, elle doit s'extrovertir presque si elle veut survivre, entre guillemets, dans la jungle sociale. Là. Ouais. Alors, dans notre question aujourd'hui, c'est quel rôle la déficience visuelle peut-elle jouer dans la construction de l'identité? Donc, vous nous dites que les défis qui sont associés à la déficience visuelle favorisent certaines forces ou des qualités spécifiques, entre autres la résilience. Et tantôt je parlais de créativité avec la belle Isabelle, mais donc la déficience visuelle joue un rôle dans dans la façon d'être. Et par rapport à la créativité, entre autres, si l'adolescent a été encouragé, a eu la liberté d'explorer. Et ça, donc, les parents ont laissé le plus gros handicap qui s'ajoute avec le handicap visuel, c'est la surprotection. Ah, on en a parlé tantôt. C'est vraiment ça, c'est problématique. Mais disons qu'on considère que l'enfant n'a pas été surprotégé. Ça crée des occasions multiples d'user de créativité pour aller au même but, pour arriver aux mêmes fins. OK. Je me souviens en vous disant ça qu'avec un professeur de biologie en secondaire 5, il était monté sur son bureau, il avait arraché une tuile acoustique du plafond pour qu'on puisse faire une maquette pour les différentes parties de la cellule avec des cure-dents. Puis ça en est de la créativité. Je disais, si on avait un morceau de styrofoam,
on pourrait mieux se comprendre. Ben, dis, attends un peu, on va en Donc, ça amène à la créativité et quand il y a une tranquillité intérieure, c'est un plaisir de chercher comment je vais faire pour arriver aux mêmes fins, comment je vais m'y prendre. J'aime beaucoup bricoler là, au niveau d'usage de scie quand même des scies dangereuses là, qui demandent des précautions. Ben, comment je vais m'y prendre pour m'enlever la main de là, mettre un serre-joint puis faire en sorte que j'arrive à mes fins, mais ça, et il y a un plaisir à ça, il y a un plaisir à découvrir, à explorer, en autant qu'on a la sécurité pour le faire. Oui. Monsieur Côté, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Merci pour vos commentaires, vos conseils qui sont très précieux. J'espère que les gens à la maison vont apprécier. J'espère qu'on va se revoir un jour, alors que vous allez venir en studio nous voir. Merci, Monsieur Côté. C'est très gentil. Si l'occasion se présente, ça me fera plaisir et mes meilleures salutations à tous. Merci. Alors, nous étions avec Monsieur François Côté, psychologue qui travaille aussi avec des personnes voyantes et non-voyantes. Alors, on va une pause, puis on revient après. Alors, il nous reste environ une dizaine de minutes, puis on a envie de s'amuser un peu, Bianca. Alors, on a décidé qu'on allait faire tout le temps à la fin de nos émissions, on l'appelle le bloc de nous pour le travail, on l'appelle comme ça. On a goût de s'amuser. Et là, aujourd'hui, on avait envie de parler, parce que tantôt, Catherine Brunet nous a fait un extrait d'un livre qui a un lien avec notre thématique. Et moi, j'avais envie de vous parler d'une série télé que j'écoute en ce moment. En fait, je l'ai dévorée, qui est une série qui s'appelle In the Dark. C'est une comédie dramatique américaine qui a été diffusée entre 2019 et 2022. Aujourd'hui, en fait, c'est In the Dark, mais en français, on l'appelle... Dans le noir. Dans le noir, exactement. Donc, c'est l'histoire de Murphy Mason, qui est une jeune femme non-voyante dans la vingtaine. Puis elle mène une vie là, désordonnée, comme c'est pas possible. Elle boit. Elle débauche. Totalement. Elle a des relations amoureuses tumultueuses. Puis, écoute, elle est vraiment, là, je dirais pas délinquante, mais mon Dieu, elle est cynique, égocentrique, taciturne, mais par contre, elle est déterminée et résiliente. Je me suis attachée à son personnage. J'ai adoré cette série-là. Et puis, justement, c'est l'histoire d'une fille qui est... il me semble que c'est pas mal de naissance, sa déficience visuelle, mais elle a un sale caractère, mais mon Dieu, qu'elle est attachante. Et que... alors oui, puis tout ce qu'elle fait dans la série, c'est... Comme je dis, c'est des enquêtes, il y a des crimes, mais c'est passionnant comme série. Je vous suggère de l'écouter. Oui, on peut l'écouter un petit peu. Tu l'écoutes un petit peu? J'en ai écouté 4-5... As-tu aimé ça? Oui. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'elle a une déficience visuelle, mais ça ne définit pas totalement qui elle est. Elle se permet d'être imparfaite. Tandis que souvent, dans les médias, quand on voit quelqu'un qui a une déficience visuelle, ça prend toute la place. Ouais. Tandis qu'elle, il reste de la place pour d'autres défauts. Hey, écoute, je te dirais que jamais en 4 saisons, je l'ai entendu se plaindre de sa déficience visuelle. C'est une fille qui a tellement un bon... j'allais dire un sale caractère, oui et non, mais elle se plaint pas. Elle n'est pas dans l'apitoiement, elle s'apitoie pas. Elle fonce. Puis je trouve ça admirable parce qu'on n'a pas misé sur la cécité, sur la malvoyance. On a misé sur l'enquête criminelle. On a misé sur... Mais elle a son chien guide. Puis il y a vraiment des non-voyants. Elle est voyante dans la vie, mais dans la série, il y a vraiment des non-voyants à qui on a attribué des seconds rôles. Et je suis fascinée par cette série-là. Je trouve ça dommage. J'ai terminé. Oh. Mais c'est triste. J'ai comme un petit deuil parce que j'aimais beaucoup Murphy Mason. Hey, ça donne vraiment envie de l'écouter. C'est drôle de dire que, dans le fond, comme elle met pas de l'avant sa déficience visuelle, puis ça passe inaperçu à la limite. Puis ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, le fait de lâcher prise sur soi, puis d'être
ça rend la situation tellement plus relaxe avec les autres aussi. Ah, effectivement. Ouais. C'est une bonne série, puis on peut l'écouter sur Tout TV. On peut l'écouter sur Apple TV, Netflix, Amazon. Fait que c'est difficile de la manquer. Alors, je vous suggère cette série-là qui est vraiment savoureuse. Puis le personnage, je vous dis, je l'aime tellement, cette fille. Moi, j'ai déjà hâte d'aller la finir. Ouais. Alors, toi, de quoi tu voulais nous parler? Moi aussi, j'ai une série et un livre dont je voulais vous parler. Ouais. La série que j'ai écoutée s'appelle 6 degrés. Il y a 3 saisons. C'est aussi sur Tout TV. C'est écrit par Simon Boulris. Puis, on se plonge dans l'univers d'un jeune homme, un jeune adolescent, je vous dirais de 14-15 ans environ. Puis, lui, il arrive un drame dans sa vie. Je veux pas divulgacher, je dirais pas comment ça arrive, mais sa mère décède. Puis, suite au décès de sa mère, il se retrouve plongé dans un autre univers qui est celui de son beau-père et de sa famille. Une grande famille, tout ça. Puis, il déménage à Montréal. Puis, c'est, dans le fond, lui, c'est un jeune homme qui aime écrire, tout ça, mais qui a une déficience visuelle, un problème de champ visuel assez sévère. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est un peu comme la série dont tu nous parlais, Nathalie, c'est qu'il n'y a pas juste sa déficience visuelle. Puis des fois, moi, pour avoir vu certaines œuvres dans les médias ou des fois des œuvres de fiction où il y a une personne qui a une déficience visuelle, il y a toujours plein d'erreurs. Il y a toujours plein de choses qu'on se dit, est-ce qu'elle a un problème de champ ou un problème d'acuité? Oui. C'est pas clair. Tu sais, quand on connaît un domaine, on voit les erreurs. Mais dans ça, j'en ai même pas vu. C'est réaliste. Je sais pas comment ils ont fait la recherche, là, mais... C'est qui l'auteur? C'est Simon Boulris. Oui, Simon. C'est vraiment bien fait. Fait que ça, c'est 6 degrés que je recommande. Puis, le livre, en fait, c'est un livre qui est un peu plus... en fait, ça s'appelle Self-Esteem and Adjusting with Blindness, The Process of Responding to Life's Demands. Oh! Fait que ça a l'air... C'est un livre que moi, des fois, je fais des présentations à l'université puis je le recommande aux étudiants. Fait que ça a l'air intello, mais oui, mais non. OK. Explique. Oui, c'est ça. En ce sens que, d'abord, les 2 auteurs ont une déficience visuelle et c'est un couple. C'est Monsieur et Madame Tuttle, donc Dean Tuttle et Naomi Tuttle. Tuttle, je sais pas si mon anglais est parfait. C'est très bon. Pas. Mais, en fait, ce couple-là, c'est à la fois des personnes qui vivent avec une déficience visuelle, mais aussi des chercheurs, des gens qui sont très impliqués aux États-Unis, tu sais, dans, comment je pourrais dire, des leaders dans le monde de l'éducation et de la psychologie au niveau de la déficience visuelle. Puis, ils se sont questionnés, en fait, sur la construction de self-esteem, donc de la confiance en soi, de l'estime de soi, je devrais dire. Puis, ils ont décidé de le faire en lien avec comment on réagit au trauma, en considérant un peu les étapes du deuil, tout ça, à travers quoi on passe, mais ce qui est spécifique à la déficience visuelle. Donc, c'est pas général. Ils ont pris 2 théories ensemble, puis ils l'ont appliqué à la déficience visuelle. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des témoignages de personnes. Ils ont 50 personnes différentes. Fait qu'à chaque fois qu'ils avancent une théorie, ils vont mettre une citation et moi, quand j'ai lu ça, c'est comme un peu comme tu disais, Isabelle, ça a mis en mots, ça l'a intellectualisé quelque chose que je connaissais avec mon gut feeling, tu sais, que j'avais vécu ou que je voyais chez les gens. Donc, je recommande vraiment ce livre-là, même si c'est un livre d'université. Là, je vais oser te redemander le titre, s'il vous plaît. Oui, il faut que je me pratique. Self-esteem and adjusting with blindness, the process of responding to life's demands. Oh my God. J'ai réussi. Puis c'est Total and Total. Total and Total. Alors, Isabelle, écoute, qu'est-ce que tu as retenu de la conversation tantôt avec M. Côté? Est-ce que tu t'es reconnu dans ce qu'il a dit? Oui, ça m'a... Je sais pas, ça m'a éclairé incroyablement, je sais pas comment expliquer ça, ça a comme intellectualisé des sentiments, un vécu personnel, puis ça a mis en mots précis des choses que j'ai vécues toute ma vie dans le fond. Puis je trouvais ça, c'est comme si les thèmes qu'il a abordés, c'est les thèmes que j'avais en tête, mais il l'a tellement bien dit que je me suis dit, oh wow, c'est tellement parfait. Non, j'ai vraiment, vraiment apprécié, puis ça m'a fait du bien dans un sens. OK. Et toi, Isabelle, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui ont pas, en fait, qui sont voyants et qui ont à travailler avec vous, qui ont à vous côtoyer ou qui vous posent des questions? Est-ce que tu aurais quelque chose en particulier à leur dire aux voyants? Par rapport à tout ce que tu as vécu, ce que tu es devenu? Si j'avais quelque chose à dire aux voyants, soyez zen. Soyez zen. Soyez zen. Et on discute, il n'y a pas de souci. Puis pourquoi s'en faire avec la différence?
C'est bon, ça. Oui, c'est un peu ça. Génial. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été là. Bianca, Plaisir. c'était super intéressant. Oui, vraiment. Merci à tout le monde. Oui, puis on va s'organiser pour continuer à avoir d'autres lectures et le bloc de nous, à la fin, on va rigoler un peu. La semaine prochaine, on va parler de parentalité. On va parler de parentalité. Vous êtes pas... as-tu des enfants, toi, Isabelle? Non. Non. Bianca? Moi non plus. Non. Est-ce que vous en voulez? C'est une grande question. Oh, OK. C'est un peu discret. Mais moi, 51 ans, non, j'ai toi, laissé c'est passer. vrai. Je pourrais en adopter, mais non. Alors, merci à vous deux. Ça a été super intéressant. Puis, on se retrouve la semaine prochaine, Bianca, pour un autre épisode de Ivoire clair, alors qu'on va répondre à une autre question. On va parler de on va parler de la parentalité. Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye. Bye.